Comment t'es venue cette idée de faire ce film assez unique dans son genre? En fait, comme pour mon premier film, c'est un film qui a été inspiré par tous les rêves que j'ai eus quand j'attendais ma fille, il y a 13 ans. J'avais un carnet de rêves et j'ai fait des rêves vraiment étranges que j'ai notés et ça m'a travaillé. Puis je pense, quand on crée un film, c'est toujours des influences un petit peu disparates qui viennent de sources diverses de sa vie. Et c'était aussi, je pense, très influencé par Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, George Orwell, toute la littérature de science-fiction que j'adorais adolescente. Et puis après, j'ai commencé à faire des recherches sur l'intelligence artificielle. Et je pense que tout ça a fait que petit à petit, le scénario a vu le jour. C'est un très joli mix entre cette histoire avec ta fille, justement, et dans quelle mesure ça a influencé ce travail, la maternité et la sensibilité, en fait, qu'il y a dans le film. Oui, je pense que quand on est mère, en fait, on est toujours tiraillé par l'ambivalence. Il y a un psychanalyste anglais qui s'appelle Winnicott qui a parlé du concept de good enough mother. On veut toujours être la mère parfaite ou faire les choses parfaitement. Et quand on est cinéaste aussi, je pense que c'est la même chose. On veut toujours essayer de faire un film parfaitement et ça n'existe pas. C'est la recette du malheur et de la névrose, en fait. Donc, je pense que j'ai mis pas mal de choses personnelles dans le film. Surtout, depuis que je vis aux États-Unis, j'ai fait mes études de cinéma à Columbia University. Après, je suis restée. Et la vie quotidienne aux États-Unis, c'est vrai qu'on a l'impression de vivre un peu dans de la science-fiction. Parce que le rapport au corps, le rapport à la... je pense aussi le féminisme radical américain est devenu un peu absurde. C'est un peu... la femme est un peu tiraillée dans tous les sens. En fait, il y a un impératif de devenir comme un homme pour réussir. Au lieu de dire aux femmes, peut-être comme dans les pays scandinaves ou comme en France, si vous voulez être une femme, soyez la femme que vous voulez, en ayant des enfants, en n'ayant pas d'enfants. Mais aux États-Unis, c'est plutôt, si vous voulez réussir, un petit peu comme le personnage du film, il faut d'abord devenir un homme, et après, vous aurez autant de pouvoir que les hommes. Et c'est un peu comme dans Barbie, en fait. Barbie, dans le film, quand elle décide d'être plus forte que le patriarcat, elles ont gagné. Mais c'est pas une collaboration, finalement, c'est écraser l'autre pour arriver à... Donc voilà, c'est des messages un peu, je trouve, compliqués et un peu hypocrites aux États-Unis, où les sociétés, en fait, ont récupéré le féminisme. Et en fait, tout ce qui est dans le film, c'est basé sur du journalisme d'investigation. Donc c'est un petit peu déformé pour que ça fasse science-fiction, mais par exemple quand la femme des ressources humaines lui dit on va vous donner, vous pouvez faire l'utérus artificiel, on peut vous donner une subvention, c'est basé sur en fait beaucoup de sociétés à la Silicon Valley ou des sociétés comme Amazon qui proposent $10 000 à leurs employés pour congeler leurs ovocytes en leur disant c'est jamais le bon moment pour avoir un enfant, donc n'ayez pas d'enfant tout de suite, attendez d'être bien fatigué dans 15 ans, comme ça vous pouvez rester compétitive avec vos collègues masculins, et nous on vous donne une subvention pour congeler vos ovocytes, ce qui est quand même très bizarre, très orwellien, parce que c'est une société privée qui vous donne des conseils sur des questions de l'intimité, de la santé publique. Donc il y a tout ça qui se passe en ce moment aux États-Unis qui est assez troublant, dont le rapport aussi au corps, le rapport aux femmes, aux mères porteuses. Il y a une législation du corps de la femme qui est complètement différente. Donc pour nous, Européens, c'est assez choquant. Pour les Américains, ça c'est déjà du passé en fait. Ils ne voient pas le problème en fait d'un utérus artificiel. Oui, puis on dit bien qu'à partir du moment où on arrive à contrôler le corps des femmes, au final, c'est toute la société qu'on contrôle et le rapport à la naissance et comment on éduque les enfants ensuite. C'est ce qui fait une société. En fait, quand on était en tournage, c'était assez drôle mais triste en même temps. Il y a Elon Musk qui avait fait une série de tweets en disant que la population était en déclin, c'est son obsession dans les pays en voie de développement. Et donc tout de suite, il y a un investisseur de la tech qui a répondu il n'y a pas de problème si Elon Musk s'inquiétait en disant s'il n'y a pas assez de gens pour la planète, il n'y aura pas assez de gens pour créer une population pour Mars. Et donc cette autre personne répond par tweet mais c'est pas un problème, on peut développer des utérus artificiels. Il faut le faire vite et ça sera pas cher et ça va résoudre le problème de la natalité.
Donc voilà le niveau du discours. Et ce sont des gens quand même très très importants qui contrôlent une partie du futur de l'humanité. Et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui est en train de se passer sur l'intelligence artificielle. Et on pourra parler de la grève à Hollywood et pourquoi l'intelligence artificielle était un des points les plus importants de cette grève. Donc toutes les théories du remplacement, elles sont pas, on n'affabule pas. C'est-à-dire que je pense que toutes ces technologies-là, elles existent déjà pratiquement. L'œil, qui est la thérapie artificielle, en fait, avec ChatGPT, elle existe. C'est juste que là, elle est représentée cinématiquement par un œil, mais ça existe déjà. L'utérus artificiel lui-même, il va exister très bientôt. Et pour moi, c'est plus une allégorie de notre relation à la technologie que l'œuf lui-même. En fait, cet enfant dedans, il représente plus le parcours de l'humanité qu'un enfant. En fait, c'est une sorte de métaphore. Presque le parcours du vivant aussi. Oui, c'est ça. En fait, on va de plus en plus vers une technologie qui devient très difficile à comprendre pour l'humain parce que ces sociétés ont compris que fondamentalement, le cerveau humain est fait pour aimer la beauté de la nature. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de flouter la limite entre le digital et le biologique. Donc en fait, le cerveau humain répond, d'où l'œil, cet œil qui est comme un œil humain, qui est humide, qui a des larmes, qui cligne, alors qu'il ne devrait pas cligner. C'est un peu comme la caméra dans HAL dans 2001, l'Odyssée, on n'aurait pas besoin d'un œil. Mais je pense que si des sociétés développaient une intelligence artificielle qui soit un thérapeute de famille ou individuel, ils auront cette intelligence de créer un objet qui est à la limite du digital et du biologique. Comme ça, on répond esthétiquement et émotionnellement à ces machines, puisqu'elles nous ressemblent, et que notre cerveau, par des millions d'années d'évolution, est fait pour répondre à ça. Donc c'est pour ça que c'est très insidieux, parce que tout le mouvement biophilique qui en soi est beau, c'est ramener la nature dans les villes, puisqu'on n'a plus, dans des villes comme New York, c'est très difficile d'avoir accès à la nature, donc on amène la nature dans les villes, on fait des murs biophiliques, mais on commodifie la nature en même temps, on en fait une marchandise. Et donc c'est tout le débat aussi que je voulais soulever avec le film, c'est-à-dire que la nature, on n'est pas, comme a dit malheureusement Descartes, qui est français, maître et possesseur de la nature, on fait partie de la nature, on ne peut pas la contrôler, on ne devrait pas la contrôler et penser qu'on peut en disposer de la façon dont on veut, puisqu'on en fait partie et qu'on est aussi assujetti à elle, et elle nous le montre bien avec le changement de climat aujourd'hui. Mais aux États-Unis, le niveau du débat est tellement... en fait, amoindri par le fait que c'est toujours le capitalisme qui gagne. À la fin, c'est toujours the greed. Et tous les films de science-fiction américains sont aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a, quand on écoute Zuckerberg ou Elon Musk ou Jeff Bezos parler au Congrès, c'est toujours... On est là pour faire plaisir à nos actionnaires. C'est notre rôle en tant que CEO de ces grandes compagnies. Mais disons qu'aujourd'hui, ils ont un pouvoir qui est plus fort que l'économie entière de certains pays. Et ils prennent des décisions pour l'humanité, n'ayant pas été élus démocratiquement, ayant un mandat sur le futur de l'humanité que personne ne leur a donné vraiment. Et ça, on voit l'explosion de ça avec l'intelligence artificielle. C'est incroyable ce qu'ils ont fait avec ChatGPT. Ils ont mis sur le marché un produit qui a été testé par 100 millions de personnes en 2 mois, sans qu'il y ait eu de garde-fous, sans qu'il y ait eu d'essais avant. C'est comme si on mettait un produit pour le traitement du cancer sur le marché sans qu'il ait été testé. Et on utilise en fait les utilisateurs pour le tester. Et puis maintenant, c'est trop tard. Ça a été lancé. Ça va nous dépasser. On serait ravis de tous les envoyer sur Mars, ces gens-là, s'ils veulent y aller. Déjà dépassé. J'imagine que vous avez plein de questions. Il y a des mains qui se lèvent par là-bas. On va en profiter. Merci. Merci beaucoup pour votre film. C'est plus une réflexion qu'une question. J'ai été complètement emballé. J'ai vu la bande-annonce hier. J'ai été complètement emballé par votre idée de montrer cette dérive de la techno-société qui nous fait nous couper du vivant. Et je voudrais juste rappeler, puisque j'ai vu il y a la semaine dernière une vidéo d'Emmanuel Todd qui montrait à propos de naissance, donc, qui montrait les chiffres et les courbes. Aujourd'hui, la mortalité infantile aux États-Unis
est équivalente à celle de la Chine. Elle décline en Chine et elle augmente aux États-Unis. Je pense qu'il faut être très très conscient de ça, de ce qui se passe. On pourrait aussi parler de l'espérance de vie qui décline aux États-Unis depuis quelque temps. Voilà. Ouais, donc moi, je ne crois pas du tout que la technosociété puisse se mettre en place, à part peut-être pour quelques élites qui voudront s'éviter la grossesse et mettre leur enfant en gestation dans un truc en plastique. Je ne crois pas du tout à l'avènement de cette société, c'est pas possible pour moi. Ah ben c'est forcément un produit pour les classes bourgeoises et ça sera la technologie qui va diviser encore plus une société qui, aux États-Unis, est complètement inégalitaire s'il y a 1% des gens qui détiennent 99% des richesses. Donc c'est un pays qui est de toute façon... Et le taux de mortalité infantile est très très élevé dans toutes les classes qui ont sombré au-dessus du seuil de pauvreté aux États-Unis. Et c'est vrai que les chiffres sont très inquiétants aussi de l'espérance de vie. Tout ça, c'est lié à la marchandisation de tout, c'est-à-dire que le rapport à la nourriture aux États-Unis, on voit tous les documentaires qu'il y a eu sur toute la toxicité des aliments, la façon dont... Il n'y a aucune éducation qui est faite autour de l'alimentation. Les gens ne savent pas se nourrir, donc ils mangent... C'est une industrialisation, un capitalisme à outrance qui n'est pas éclairé. Donc l'être humain en soi, il ne vaut plus rien. Maintenant, c'est des algorithmes qui décident pour tout, de la vie culturelle, de la vie... Donc on voit les modèles de développement de Netflix, par exemple, pour le cinéma. C'est assez terrifiant de voir que l'algorithme vous enferme dans ce que vous avez déjà aimé. Donc on ne peut voir que ce qu'on a déjà aimé, donc on s'enferme dans des boucles algorithmiques. Et c'est pareil pour pratiquement tous les services. Donc, moi, je pense qu'une société comme ça, elle va exister, mais pour les riches, pour les gens qui auront les moyens d'avoir l'œuf en plastique. Parce que quand j'ai pitché ce film à Los Angeles, la plupart des productrices me disaient « Mais c'est génial, moi je veux à tout prix un œuf. J'en veux un au bureau, un à la maison. » Elles ne comprenaient pas que c'était une satire, en fait. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je ne peux pas faire le film avec des producteurs américains parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, je me moque un peu de cette société qui est une société du matérialisme à outrance, quoi. Mais ça va exister, c'est sûr que ça va exister. Il y a déjà une personne qui a une société de biotech qui m'a contactée, donc c'est une question d'années. Mais malheureusement, ce sera comme des mères porteuses, mais ça sera externalisé. Et ça sera très cher, comme l'éducation aux États-Unis où la maternelle peut coûter 40 000 $ par an. Donc même le système éducatif et le système de la santé aux États-Unis, il est pour les riches. C'est un pays qui a été fondé sur un capitalisme outrancier. Si vous voyez le dernier film de Martin Scorsese que je recommande, Killer of the Flower Moon, vous voyez comment... c'est incroyable l'histoire de la montée du capitalisme et donc c'est une courbe ascendante, il n'y a pas de limite. Et par curiosité, la biotech t'a contacté suite au film Oui, c'est un monsieur dans la biotech qui a monté une société pour développer l'utérus artificiel. Et il m'a contacté pour me demander des conseils sur le design et si j'avais parlé à des gens. Donc ils sont en train de le développer, c'est sûr. Malgré toi Non, mais ils n'ont pas compris que c'était Cautionary Tale. Ils pensent que c'est un film un documentaire. Alors, il y a une question là devant. Bonsoir, merci pour le film déjà. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pris en compte dans le film et qui est en train de se développer aussi largement, c'est la sélection de l'enfant, même si elle est un peu évoquée par rapport au sexe. Et aujourd'hui, on sait qu'on sélectionne les embryons. On le fait encore peu, mais ça va exploser. Vous parlez de Silicon Valley, qui sont en plein là-dedans aussi, avec des manipulations génétiques avant la naissance pour avoir le bébé parfait qui n'existera évidemment jamais. Donc je voudrais savoir, parce qu'il fallait faire les choix dans le film, vous ne pouvez pas tout raconter évidemment, pourquoi ce choix-là, vous n'avez pas trop insisté, vous avez plutôt insisté sur la partie grossesse et œuf, qui est quand même le thème du film. Oui, tout ce qui est eugénisme, parce que j'avais peur que ça commence à faire un peu trop Brave New World, le meilleur des mondes, et puis c'est vrai qu'en
1h30, 1h40 de film, il faut choisir ses combats. Donc c'est un petit peu évoqué, mais je ne pouvais pas tout évoquer dans la conception. Mais c'est sûr qu'il y aura de plus en plus, j'imagine qu'on pourra customize son enfant et avoir l'enfant parfait. Mais c'est un trope de la science-fiction, je pense, ça a été fait. C'est un peu un cliché aussi de la science-fiction, je pense. Alors, d'autres mains levées, là-haut. Je souhaitais vous remercier pour ce film. J'ai beaucoup apprécié le mélange entre l'aspect commercial que vous montrez bien, le renversement et la question de qui contrôle qui et qui contrôle quoi, qu'on voit bien à la fin. Parce qu'évidemment, ça pourrait paraître pour certains une solution idéale. Et c'est intéressant au dernier moment, quand vous mettez après le générique de fin ce clin d'œil sur le fait que ça peut se retourner contre les parents. Donc ça, je trouve que c'est cette progression intéressante. Et puis j'ai trouvé que c'était très documenté aussi. Merci d'avoir parlé de Winnicott et de tous ces apports qui peuvent être très attaqués et puis mis de côté aussi sur ces théories de l'attachement. Et vraiment, je trouve que c'est un film intéressant pour faire réfléchir la nouvelle génération. Voilà, merci. Merci. Alors, il y a quelqu'un au milieu, là-bas. Oui, merci pour votre film. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des courants qui peuvent être en contre-pouvoir aux États-Unis ? Ah oui, il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup. En ce moment, c'est une société qui est extrêmement polarisée, extrêmement agressive, où les débats s'attirent dans un peu tous les sens. Mais je trouve que c'est une société qui est en train de tourner un peu en rond parce qu'il n'y a pas de discours en fait entre les deux extrêmes. Donc les débats sont pas très fructueux. Je trouve que on tombe toujours dans le même. Par exemple, si moi j'ai un discours comme celui-ci aux États-Unis, tout de suite on va me dire que je suis bolchevique, que je suis d'extrême gauche, alors que je suis plutôt du centre. Enfin, je vais pas politiquement. C'est même plus une question politique, c'est une question de morale et d'éthique et philosophique. Mais tristement, aujourd'hui aux États-Unis, tout est très très politique. C'est-à-dire que le Covid, c'est devenu une question politique. Les gens qui étaient démocrates mettaient un masque, les gens qui étaient républicains ne mettaient pas de masque. Je ne sais pas en France comment c'était, parce que j'ai suivi de loin. Mais tout est politisé. Donc ça empêche un débat intelligent, en fait. Parce que si on commence à critiquer ce que font les grandes sociétés, alors du coup, on devient presque... radical, et je pense que ça aide pas vraiment à parler de façon intelligente de problèmes qui sont très complexes, où il y a je trouve énormément d'hypocrisie de la part des sociétés, parce qu'en fait les GAFAM ont plus de pouvoir que les politiques aujourd'hui aux États-Unis, qui font beaucoup de récupération politique, et que même le féminisme américain, il s'est radicalisé alors que c'était des mouvements assez intéressants dans les années 60, 70, 80. Et aujourd'hui, c'est un féminisme même presque qui est devenu consumériste. C'est-à-dire que la femme, quand vous voyez la figure de la femme dans les films hollywoodiens, donc l'idéal de la femme forte, c'est la femme qui a une arme. Donc c'est Gal Gadot dans Wonder Woman. Et quand on vous dit, mais pourquoi c'est un film féministe ? La réponse, c'est parce que ça a fait 800 millions de dollars d'entrée. D'accord, donc ça veut dire qu'une femme réalisatrice, et c'est bien ce qu'ils disent aussi avec Greta Gerwig, que c'est la première femme au monde dont le film a fait autant de box-office. Donc en fait, c'est un discours qui est très très étrange de dire que quelque chose est féministe parce qu'il réussit à faire autant d'argent qu'un film qui aurait été réalisé par un homme. Comme si l'argent était la valeur ultime du succès de tout. Et donc c'est une société qui réfléchit comme ça en fait. Après oui, il y a des contre-courants, il y a toujours. Mais moi je pense qu'on attend là aux États-Unis la génération qui a eu dans les années 70 des Scorsese, des Coppola, des
des artistes et des réalisateurs qui vont se lever après cette grève et après tout ce qui est en train de se passer dans l'intelligence artificielle et toute la dérive morale, hein, parce qu'il y a une banqueroute morale complète de tous les CEO américains qui ont arrêté de réfléchir sur vraiment le contenu humain et ne pensent qu'à faire des profits. Et il va y avoir, je suis sûre, une nouvelle génération qui va renaître de ses cendres et qui va dire on va faire des films engagés et qui ne soient pas complètement lisses et qui ne soient pas politically correct. Mais c'est très compliqué parce qu'on ne peut plus parler de rien en fait. Aujourd'hui, moi j'enseigne à Columbia de temps en temps. On n'a plus le droit de montrer Taxi Driver de Scorsese parce que le personnage est misogyne. C'est hallucinant. On ne peut plus enseigner des poèmes d'Apollinaire parce que quand il y a des cordes, il y avait un poème avec une corde, un anagramme, et en fait ça pouvait être un trigger pour le suicide. Donc on ne peut plus enseigner ça non plus. Donc des deux côtés, le débat est tellement absurde du côté de gauche comme du côté de droite. L'art en fait est en train d'être sacrifié pour une société très lisse où il n'y a plus d'aspérité, où tout a des trigger warnings. Il y avait un article très très intéressant la semaine dernière de Atlantic, qui est un magazine vraiment intéressant, qui fait des articles profonds sur la société américaine, et qui parlait de ça, d'une génération en fait qui a tellement d'alerte tout le temps à ce qui pourrait les choquer, qu'en fait la zone de confort des adolescents et des jeunes américains et des moins jeunes est tellement forte qu'on peut plus sortir de cette zone de confort. Et donc du coup, où est la place de l'art? Parce que l'art, c'est quand même la subversion, c'est quand même le territoire où on peut dire les choses que la société ne veut pas dire. Et donc Orwell parle de ça très bien. Il dit une société qui arrête de rire de tout sombre dans le totalitarisme. À un moment donné, on est aujourd'hui aux États-Unis dans un totalitarisme culturel où on ne peut plus parler, on ne peut plus dire Woody Allen, on ne peut plus dire Polanski, on peut plus... C'est choquant. Pour nous, venant de la France, c'est assez choquant parce que on peut critiquer autant qu'on veut Woody Allen, mais il fait quand même partie de l'histoire. Enfin, moi, j'enseigne le cinéma, je ne peux pas ne pas enseigner Annie Hall ou Manhattan ou Zelig ou les vieux films de Woody Allen et séparer l'artiste de l'œuvre à un moment donné. Voilà. Donc je ne sais pas en France comment c'est en ce moment, mais aux États-Unis, c'est très, très, très compliqué en ce moment. En France, le débat est aussi enflammé dans plein de situations. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler plus de la situation aux États-Unis, de la grève, de la manière dont toi, ton film traite de l'intelligence artificielle et la grève est liée à l'intelligence artificielle? Comment tout cela fonctionne? Parce qu'en France, on n'est pas toujours au courant, en fait. En fait, la grève des scénaristes, une partie était économique et l'autre partie était vraiment idéologique sur le fait que les scénaristes américains ne voulaient pas que les studios américains utilisent l'intelligence artificielle générative pour générer des scénarios à partir de matière qui a été créée par des humains. Et donc, par exemple, ce que voulaient faire les studios Marvel, c'est de se dire, on a créé 15 films Marvel, on va faire du machine learning, on va mettre tous les scénarios, et la machine peut produire un nouveau Marvel. Vu que c'est une formule, c'est pas très compliqué, c'est tout à fait possible, je pense, d'ici 1 an ou 2, il y aura des scénarios entièrement générés par l'intelligence artificielle. Et donc, les scénaristes se sont soulevés contre ça. Alors, il y a une partie d'hypocrisie parce que c'est vrai que pour écrire un scénario Marvel qui est de toute façon une formule, il faut quand même avoir fait un pacte faustien parce que c'est des salaires énormes pour quelque chose qui a plu pendant beaucoup de temps, beaucoup de générations, mais qui est quand même épuisé. Bon, mais maintenant, ils vont décliner les Barbie, donc il y aura une autre source de franchise. Mais en fait, l'idée, c'était de se dire... tout ce matériau humain a quand même été créé par des cerveaux humains. Et si la machine peut générer des scénarios en ayant des bons prompteurs, parce que le métier du futur, ça sera être un bon prompteur, c'est-à-dire rentrer les prompts dans ChatGPT pour indiquer à la machine ce qu'elle doit créer. En fait, c'est du pillage de la propriété intellectuelle. Et donc, ils ont réussi finalement à obtenir le fait que les studios n'ont pas le droit de demander à un scénariste d'utiliser l'intelligence artificielle et n'ont pas le droit de générer des scénarios avec l'intelligence artificielle à partir du travail qui a été fait. Parce que sinon, on peut dire je voudrais un film de Scorsese avec 20% d'humour de Fellini et puis on crée un film comme ça. Mais il est quand même basé sur des décennies de travail de cerveau humain. Oui, ça semble un peu impossible. Alors, des questions.
Des mains qui se lèvent. Oui, juste devant là. On peut en profiter pour applaudir la personne qui passe les micros parce qu'elle fait des kilomètres. Bonsoir. Merci pour cet merveilleux film, mais je trouve que votre conception, votre découpage et les post-prod étaient trop carrés, sans aucun sens d'improvisation. La vie est dans l'improvisation. Et je trouve que vous êtes décliné de ça. Alors, vous parlez trop pour le cinéma américain. C'est vrai que le cinéma américain est trop basé sur la structure aristotélicienne. Et pour l'instant, il fonctionne. Mais n'oubliez pas qu'on a l'Asie, la Chine, où ils ont d'autres structures, l'Inde aussi. Donc, face de cette menace narrative, il est fort probable que les États-Unis vont bientôt perdre. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. D'un point de vue du rayonnement, c'est vrai que les États-Unis, ils rayonnent beaucoup plus dans les sociétés occidentales aujourd'hui que la société chinoise et l'influence du cinéma américain en France et en Europe reste très très important et majoritaire. Donc là, le film évoque aussi ces questions-là sur le capitalisme. La Chine, c'est complètement différent. Voilà. Il suffit de regarder le nombre de brevets qui sont déposés par an. Quel est le pays qui dépose le plus de brevets? Quel est le pays qui a le plus d'innovation? Quel est le pays qui a le plus d'immigration économique et qui attire le plus de cerveaux au monde? Et les universités qui attirent le plus d'étudiants étrangers, c'est les États-Unis. Il y a une hégémonie économique et culturelle, qu'on le veuille ou non. Après, de dire que si on ne développe pas l'intelligence artificielle aux États-Unis, la Chine va le faire, c'est exactement le même raisonnement que dans Oppenheimer, quand ils disent on développe la bombe atomique parce que les nazis vont le faire, et puis quand en fait il y a le suicide d'Hitler, ils se regardent, ils disent est-ce qu'on continue? Oui, on est arrivé jusque-là, donc on continue. Et c'est toujours le même, en fait, le même cercle vicieux éthiquement, c'est-à-dire qu'ils peuvent... Moi, je suis allée parler à beaucoup de gens de la Silicon Valley qui développent l'intelligence artificielle, parce que je suis en train de développer une série sur l'intelligence artificielle, et ils vous disent carrément, on le fait parce qu'on peut, parce que personne ne nous régule. Il n'y a aucune régulation aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et le Congrès américain est en train de regarder comment réguler, alors qu'en Europe, on est beaucoup plus avancé sur la régulation. Mais je pense que les congressmen, ils sont dépassés parce que c'est des questions techniques, technologiques et scientifiques qui sont tellement complexes qu'ils ne savent plus réguler. Ils ne savent déjà pas comment réguler cette industrie qui a fait un bond exponentiel au mois de janvier, quand ils ont sorti ChatGPT, personne ne s'attendait à ce que le chatbot soit aussi performant. Et la nouvelle version qui vient, qui est générative, est encore plus performante. Et je pense que les législateurs sont largués complètement. Et ils l'ont dit, Elon Musk, et ils ont dit venez, régulez-nous. Mais comment vous régulez une industrie que vous ne comprenez pas? Donc ils vont réguler, mais ça va faire comme l'industrie du tabac, c'est-à-dire qu'ils vont réguler de façon très forte, mais un peu trop tard. Et donc il y aura toujours un pas d'avance sur ces technologies qui vont être partout, qui sont déjà partout. Après, il n'y a pas que du négatif. Ça va aider dans la recherche pour le cancer, ça va aider pour le changement de climat. On ne peut pas dire que la technologie est toujours négative. Il y a des choses qui sont très positives. Mais l'impact sur l'humain et moi je parle de la question culturelle, sur la création culturelle et sur ce que ça fait à l'humain de voir une culture créée par l'algorithme, je pense qu'il y a une déperdition forcément d'un savoir-faire humain qu'on va donner à la machine, et du coup on perd cette capacité. C'est un peu comme le GPS. On a donné au GPS la capacité d'orientation, et nos cerveaux qui avaient cette capacité d'orientation développée sur des milliers d'années le perdent petit à petit au fur et à mesure des générations. Demander à un adolescent de s'orienter sans son iPhone dans une ville, c'est impossible. Donc c'est en fait la grande question philosophique, c'est combien de nous on est prêt à donner pour la commodité d'une application d'une technologie.
Et chaque fois qu'on donne, chaque fois qu'on accepte un cookie sur Internet, chaque fois qu'on donne un peu de nous-mêmes. Et à combien, alors là dans le film c'est magnifié, on donne son utérus, et combien on va donner chaque fois de nous, de notre corps, de notre humanité, pour accepter une vie plus facile. Ça impacte. Alors ça peut la faciliter parfois, et ça peut la rendre déshumanisante parfois aussi. Moi je n'ai pas la réponse, hein, mais j'observe ce que ça peut faire. Et puis on pourra difficilement aussi aller à l'encontre du progrès. C'est comment le politique s'en empare derrière. Et là est plutôt le danger, mais en tant que tel, la démarche scientifique, on ne pourra jamais l'en empêcher. C'est la recherche, c'est de la curiosité. On a un très beau philosophe français qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est exactement ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui à la Silicon Valley. C'est que s'il n'y a pas une régulation éthique et morale avec tout ce qui est en train de se développer, malheureusement, on va droit au mur, mais on y va déjà comme dans Mad Max Fury Road. Et une fois qu'on a touché le mur, on régule. Alors, on va prendre une dernière question. 2 questions. 2 questions. Merci. Je tenais juste à souligner du coup la diversité que le festival nous offre aussi dans les films ou les scénarios, parce qu'on a vu quand même des scénarios assez différents sur les imaginaires des sociétés qu'on aimerait qui voient le jour, et en même temps là dans ce film de ce qu'on n'aimerait pas qui voit le jour. Et donc c'est à la fois une lutte pour une meilleure société et en même temps contre ce qu'on sait déjà qu'on ne veut pas. Donc voilà, je tenais juste à souligner ça. Merci. Merci, il y a une partie de l'équipe qui est présente dans la salle, donc félicitations à tout le monde pour la sélection. Alors, la dernière question. Oui, bonjour. Alors désolé, j'ai peut-être un peu d'émotion dans la voix parce que j'ai beaucoup de sentiments mêlés. J'ai beaucoup aimé votre film. Et je l'ai trouvé vraiment très subtil, et même dans ce côté parodique, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de subtilité. En revanche, dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses que vous avez dit que j'ai appréciées et avec lesquelles je suis en accord. Il y en a beaucoup aussi avec lesquelles je suis en total désaccord. C'est peut-être aussi parce que je suis franco-américain et je m'intéresse énormément au quotidien aux États-Unis. C'est vrai que j'ai du mal à voir où est-ce que vous logez ce que vous appelez par exemple le féminisme radical, quand ensuite, vous voyez l'émotion dans la voix, là je sens que ça vacille, quand ensuite vous parlez d'Amazon ou de Jeff Bezos, etc., et j'ai l'impression que vous faites l'équivalent entre les deux, alors que c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à le voir dans des mouvements, dans des associations, dans des manifestations, et à ne pas qualifier par exemple de féminisme radical celui de Barbie, qui me paraît beaucoup plus le féminisme maintenant mainstream, celui qu'on va voir sur tous les plateaux de télévision, CNN, NBC, ABC News, etc., que le féminisme dit ou pseudo-dit radical. Ensuite, sur d'autres questions, sur la question de la régulation éthique, moi je vous rejoins pleinement, et je trouve que c'est vraiment une question hyper intéressante, celle de la réflexion éthique et philosophique sur ces questions-là. Et en fait, j'aurais plein de choses à dire, mais je vais écourter. Et j'ai une question qui est un prétexte, hein, évidemment, pour cette intervention. Ma question étant, des personnes vous ont approché pour vous en demander plus sur ce pod, croyant limite, comme vous disiez, à un documentaire. Est-ce que vous avez envisagé, vous, de faire un documentaire pour aller un peu plus loin, du coup, sur ce qui est en train d'être fait actuellement, un documentaire qui serait, je pense, critique et à raison. Est-ce que vous avez envisagé de faire des projets futurs dans cette direction? Voilà, désolé pour le vacillement. Non, mais c'est bien de ne pas être d'accord. Mais sur le féminisme radical, je pense j'ai parlé à énormément de féministes aux États-Unis, de tout, je pourrais dire, les nuances du féminisme qu'il y a. Et les deux extrêmes féministes étaient... Alors, il y en avait qui étaient complètement pour le pod, en disant que le pod serait la libération ultime de la femme, puisqu'il y aurait la parité totale. Et il y avait un autre groupe d'autres féministes qui disaient qu'au contraire, une fois qu'on donnait l'utérus à la société, la femme perdait tout pouvoir et perdait sa place, et donc elle serait
elle serait plus nécessaire. Donc il y avait un débat en fait très animé et c'est ça qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'il y a toujours, c'est toujours dialectique, on peut toujours pousser dans deux directions différentes. Mais moi, en tant que femme travaillant et vivant depuis 22 ans aux États-Unis, je sens une dérive du mouvement féministe qui, au lieu de devenir de plus en plus intéressant, devient de plus en plus agressif et pas très productif, je trouve, intellectuellement. Ça devient barbant, en fait. Comme il y avait des féministes dans les années 60 qui étaient très intéressantes intellectuellement. Et aujourd'hui, moi, c'est mon impression que ça devient du consumérisme. Et que la femme américaine... Moi, j'élève une adolescente qui a 14 ans. Et je suis un peu atterrée par le comportement... alors, c'est peut-être que je vieillis, mais il y a une objectivisation des jeunes filles américaines, une hypersexualisation, comme si c'était un pouvoir. Elles s'habillent à 12 ans. Enfin, il y a quelque chose de très objectivé, on dit, objectifié, objectified, et très consumériste. Et je trouve que ça sert pas la femme. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a une autre approche du féminisme qui peut être plus intéressante que combattre par le pouvoir d'achat ou combattre parce que on peut. C'est toujours cette idée aux États-Unis de freedom. L'idée de la liberté aux États-Unis, c'est faire ce que je veux. Mais la liberté, si on y réfléchit philosophiquement, c'est pas faire ce qu'on veut. C'est on s'inscrit dans une société dans laquelle on peut faire ce qu'on veut dans la limite où on respecte ce que l'autre veut faire aussi. Et donc ça devient un cercle vertueux au lieu d'être quelque chose qui écrase complètement l'autre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et quant au documentaire, non, en fait je prépare une série de fiction sur l'intelligence artificielle. Donc du coup j'interviewe beaucoup de gens sur le sujet. Et donc ça sera un peu une satire aussi comme ça, mais plus comme Dr. Strangelove. Sur les sociétés qui sont à la tête de ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il va y avoir beaucoup de documentaires intéressants sur le sujet qui sortiront, parce qu'il y a tous les jours, il y a une nouvelle histoire à suivre. Et on sera ravis de regarder ça et de suivre attentivement tout ça au festival. Merci Sophie. Merci. Pour ce beau moment.